Voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'être là pour entendre parler donc de cette diaspora bien particulière qu'on appelle les Bretons de Paris. C'est un terme qui est en grande partie faux parce que ce sont les Bretons de région parisienne. Et d'ailleurs, les deux grandes associations, une communiste, puisqu'on en parlait, qui est liée à Saint-Denis, qui s'appelle l'USBIF, l'Union des sociétés bretonnes d'Île-de-France, et puis une autre qui n'est pas du tout communiste, qui s'appelle la FEDE, la Fédération des sociétés bretonnes donc, de région parisienne, recrutaient et recrutent encore, puisqu'elles existent encore toutes les deux, sur l'ensemble de la région parisienne. Et la Seine-Saint-Denis, la région de Versailles, Rueil-Malmaison, Clamart, voilà, donc c'est une appellation un peu facile que de parler des Bretons de Paris, mais dans la réalité, ce sont ces Bretons qu'on va voir arriver à la gare Montparnasse, mais qui après vont se répartir à travers l'ensemble de la région parisienne. Cette diaspora de Paris, de la région parisienne, elle n'est pas la seule. C'est pas le seul mouvement migratoire des Bretons. Quand on est de Gourin ou de Roudouallec, on partait aux États-Unis. Hein, et quand on revenait, j'ai le souvenir de quelqu'un qui m'était très cher à la mission bretonne, qui s'appelait Jeannette Le Sceau, qui revient en Bretagne en arrivant directement des États-Unis, qui trouvait très drôle et très bizarre que les gens ne parlent pas breton, parce qu'elle avait été élevée en breton et en anglais. Et quand elle est revenue en France, elle ne parlait pas un mot de français. Voilà. Et puis, sinon, on partait dans d'autres régions de France, dans le nord de la France, à Angers, dans les Ardoisières. Et si je prends l'exemple de ma propre famille, le père de ma grand-mère a quitté la région de Saint-Quay-Portrieux. Il était, comme beaucoup, un cadet de famille, donc il n'héritait pas de la ferme. Et donc, il est parti à Saint-Étienne construire des puits de mine. Et c'est ensuite sa fille qui a quitté Saint-Étienne pour partir à Paris. Et c'était des vies terribles. Enfin, voilà. Donc il y a toute cette diaspora-là à travers la France. Donc moi, je vais évoquer celle de Paris avec juste un petit retour historique très rapide sur le fait que ça fait quand même très longtemps qu'il y a des migrations du travail à Paris. Très très longtemps, puisqu'on en a des traces au Moyen-Âge. Ça ne ressemblait évidemment pas à ces migrations qui sont celles du 19e et du 20e siècle, mais il y a quand même quelques petites ressemblances. La première, c'est qu'il y avait beaucoup d'artistes. La deuxième, c'est qu'il y avait beaucoup de pauvres. Mais avec des formations bien particulières, les Bretons vidaient les fosses d'aisance. Et à l'époque, c'était payé cher. Voilà. Et puis, il y avait énormément d'intellectuels. On a Abélard, évidemment, en tête, Yves et Laurie, Saint-Yves. Hein, et autour d'eux, il y avait toute une activité qui était une activité d'imprimeur qui travaillait pour ces intellectuels, et il y avait donc beaucoup d'intellectuels bretons. Il y a eu aussi beaucoup d'aristocrates, de nobles qui se sont installés à Paris, qui sont passés par Paris, mais là on est dans autre chose que l'émigration du travail. Et déjà à l'époque, Paris apparaissait comme la ville de perdition. Il y a un des rois de Bretagne qui s'appelait Saint-Judicaël, qui a été béatifié. À l'époque, on béatifiait joyeusement Vox Populi, qui était venu à Paris et qui, une fois qu'il est rentré en Bretagne, a dit que c'était une ville épouvantable, avec des gens qui n'étaient sans foi ni loi. Et heureusement qu'il avait rencontré Saint-Ouen, qu'il avait pris en pitié et qui l'avait emmené se préserver des malheurs de la grande ville. Alors, je me suis dit quand même qu'on n'allait pas commencer tout de suite par le drame de ces migrants en évoquant quand même une première migration qui est la migration des artistes. Je vous ai mis ici le carrefour Vavin. C'est à la fois quelque chose de très positif et de terrible. Le carrefour Vavin, c'était le marché aux modèles. Le carrefour Vavin, c'est dans le 14e, boulevard du Montparnasse, ça donne boulevard du Montparnasse. On n'est pas très loin de la gare Montparnasse, de la vieille gare Montparnasse, celle qui était à l'époque à la place de la Tour.
Aujourd'hui, elle a reculé. Bon, et donc, elle était là. Et là, c'était évidemment le quartier des Bretons. Il y avait beaucoup de filles, puisque j'y reviendrai, la migration bretonne du travail est une migration en grande partie féminine, hein, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et donc ces filles qui arrivaient, elles étaient jeunes, elles étaient belles. Et donc de quoi rêvaient-elles? Non pas de finir rue de la Gaîté, hein, dans les bordels pas très chics dans lesquels on trouvait les Bretonnes. Leur rêve, c'était que des artistes les repèrent. Et donc, ces filles allaient une fois par semaine avec leur petit tabouret. Hein, et donc, elles se mettaient là au carrefour et c'était le marché au modèle. Donc, les peintres, les dessinateurs venaient et puis choisissaient le modèle. Voilà. Il y avait beaucoup d'écoles de peinture à Paris, pas seulement les Beaux-Arts. Il y avait évidemment l'Académie Julian et puis il y avait aussi la Grande Chaumière qui est tout à côté, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais vous imaginez bien que toutes ces filles, ça finissait souvent très mal. Hein, elles ne trouvaient pas de travail, on ne les repérait pas, elles étaient toutes très jeunes et très belles, mais elles n'étaient pas prises. Et donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Eh bien, elles remontaient la rue de l'Ambre, elles traversaient le boulevard Edgar Quinet et elles finissaient de l'autre côté, tristement, cette fois, rue de la Gaîté. Pardon, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, ces artistes qui viennent, ils viennent travailler à Paris. Alors, je vous en ai mis quelques exemples. Il y a évidemment André Breton. Je vous ai mis Jean Hidernalier parce qu'il a quand même marqué toute une époque. Hein. Et puis, j'en ai mis un que j'aime particulièrement, qui est Max Jacob, on l'appelait le piéton de Quimper. Et cet homme est venu travailler à Paris. On voulait qu'il soit militaire, il ne l'est pas devenu. Et il est venu travailler à Paris. Et il s'est installé à Montmartre, il a été au bateau Lavoir, et puis ensuite il est venu dans le 6e, hein, 6e, 14e, c'est le boulevard Montparnasse qui fait la frontière entre les deux, et il a travaillé beaucoup à Paris. Il s'y est converti, il a été baptisé rue Notre-Dame-des-Champs avec Picasso comme parrain. Voilà, et il écrivait avec la nostalgie, il a toujours eu la nostalgie de Quimper, il dessinait avec la nostalgie de Quimper, mais il fait partie de ces artistes bretons à Paris. Et puis, il y a eu des artistes plus liés à la Bretagne, mais qui sont venus travailler à Paris. Et je pense en particulier à ceux qui ont créé ce mouvement artistique breton en 1923, qui est le mouvement des Seisbreurs, les 7 frères, donc, qui a été créé par cette jeune femme ici, qui s'appelle Jeanne Malivelle, et par un couple d'autres artistes, donc René-Yves Creston, et son épouse, Suzanne Candré. Ils étaient venus tous les 3 travailler à Paris. Jeanne avait fait les Beaux-Arts et ils se sont retrouvés pour travailler autour de la renaissance artistique de la Bretagne en faisant une synthèse formidable entre l'art nouveau, l'art déco d'un côté et de l'autre côté les héritages bretons, celtiques, ce qui a été donc à l'origine de ce mouvement si important des Seisbreurs. Ils en ont été les fondateurs et l'âme. Alors simplement, Jeanne Malivelle a préféré la Bretagne, elle est rentrée à l'Oudéac et puis elle est morte très jeune, donc elle a eu une œuvre interrompue. Voilà. Donc elle est là aussi. Mais c'est important de voir tous ces artistes qui viennent travailler à Paris et qui font les plus grandes écoles de Paris et qui se font remarquer, qui ont leurs ateliers d'artistes auxquels ils donnent des noms bretons.
Jeanne Malivelle, elle appelle ça l'atelier Sainte-Anne, parce que quand on est croyant et que l'on donne le nom de Sainte-Anne, c'est comme si Sainte-Anne était présente dans le lieu. Sainte-Anne, patronne de la Bretagne. Toute récente, hein, à l'époque. Hein. Anne, on a, le Vatican voulait pas hésitait beaucoup à la donner comme patronne à la Bretagne, parce que Anne, on ne sait pas d'où elle sort. Elle n'est pas dans les évangiles, c'est uniquement dans les évangiles apocryphes. Il fallut attendre 1914 pour la voir comme patronne de la Bretagne. Là. Donc voilà. Et elle partage ça, voilà. Donc il donnait des noms bretons. Et entre parenthèses, tous ces artistes qui travaillaient à Paris, pour beaucoup d'entre eux, ils apprenaient le breton. Ils apprenaient le breton à Paris, à la Sorbonne. Voilà. Donc aujourd'hui, essayez d'apprendre le breton à la Sorbonne, vous aurez un peu de mal. Il y a eu des cours de breton pendant un temps à Sciences Po. Voilà, mais à la Sorbonne, il ne faut pas rêver. Hein. Aujourd'hui, il faut aller dans des associations pour pouvoir apprendre le breton à Paris. Et la Sorbonne, c'est fini. Voilà. Mais bon, ça vous donne aussi une idée qu'il n'y a pas uniquement les pauvres Bretons dont on va parler. Il y a toute cette diaspora des artistes qui est vraiment très importante. Et dans les mois qui viennent, il y aura beaucoup de choses qui vont être organisées autour des Seisbreurs, parce que c'est le centenaire de la création des Seisbreurs et c'est très vraiment important, y compris dans le mouvement artistique. Alors, on va retourner à nos pauvres Bretons. Hein. Donc, ces migrants de l'intérieur, comme on les appelait, c'est l'expression habituelle hein, que l'on utilise, migrants de l'intérieur. Alors, évidemment, ils ne sont pas les seuls. Hein. Ils ne sont pas les seuls. Il y a des Savoyards qui envoyaient d'abord des hommes et des enfants parce qu'ils s'étaient spécialisés pour être ramoneurs. Hein. Il y avait les maçons de la Creuse. Bon. Il y avait les Basques, les Alsaciens. Évidemment, les Auvergnats. Hein. Les Auvergnats, ils avaient les cafés. Hein. Voilà, les bougnats. Hein. Les vins et charbons. Hein. Il y avait des Corses. Hein. Et puis, autour des Auvergnats, c'était en fait assez compliqué. Il n'y avait pas que les Auvergnats. Pour le centre de la France, il y avait énormément de migrants, tellement nombreux que l'Église de Paris s'en est inquiétée et a créé un responsable des aumôneries provinciales. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé à Paris, à l'archevêché de Paris, un poste qui est le poste qui était, parce qu'aujourd'hui, ça s'est un peu effiloché, hein, mais un poste qui était celui d'aumônier, qui était les aumôniers des aumôneries provinciales. Voilà. Et qui se réunissaient entre eux et qui tenaient leurs ouailles de main de maître. Ah. Voilà, j'y reviendrai pour les Bretons, mais c'était quelque chose de général. Alors, aujourd'hui, il y a à peu près 1 million de Bretons d'origine à Paris, hein, c'est-à-dire comme si toute la ville de Paris était bretonne. Donc, les Bretons de Paris aiment bien dire que c'est la première ville bretonne de France, hein, Paris. Donc, les grandes migrations, on parle de migration, on parle d'exode, hein, de migration rurale. Et donc, les gens sont beaucoup partis à partir de la deuxième partie du 19e siècle. C'est-à-dire globalement à partir du Second Empire. Le Second Empire, c'est à partir donc 1850-52 et puis donc jusqu'en 1870. Et là, on a un début de ces grands flux migratoires qui vont être ensuite accélérés après la guerre de 14 et puis après la Seconde Guerre mondiale. Et une migration qui se tarit à la fin des années 60, tournant des années 1970. Alors, les chiffres que l'on a, on les doit au fondateur de la mission bretonne, qui s'appelait le père Élie Gauthier, qui était originaire de Saint-Brieuc
Et cet abbé Gauthier a fait une thèse sur les migrations bretonnes. Et pas grand-chose n'a été fait derrière. Donc la plupart des sources, en particulier chiffrées que l'on a, on les doit aux livres qui ont été tirés de la thèse d'Élie Gauthier. Donc, en 1896, il y a à peu près 75 000 ou 74 462 à Paris intramuros et presque 100 000 dans le département de la Seine. On ne sait pas très bien combien il y en a tout autour, mais c'est le début. 1896, c'est une période où économiquement, vous avez une croissance économique qui va durer jusqu'à la crise de 29 avec la parenthèse de la gare de 14. Donc à Paris, on a énormément besoin de gens. Et il y a en plus des expositions universelles, donc on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, donc on va faire venir beaucoup de monde. 130 000, 115 000, 130 000 en 1900 entre Paris et la banlieue, la proche banlieue. Pas la banlieue au sens très large du terme, hein, on ne parle pas de la Seine-et-Marne ou autre, mais des départements, on dirait aujourd'hui plutôt de la petite couronne, à part le cas versaillais. Et dans les années 60, à peu près 200 000 à Paris intramuros, 600 000 en périphérie, aujourd'hui 1 million sur 4 générations. Et quand vous demandez aux gens bretons d'où ils sont à Paris, ils ne vous disent pas « je suis parisien », ils disent « je suis breton ». Et la deuxième question, mais t'es d'où? Parce que la Bretagne, c'est grand. Et donc, la question, c'est savoir d'où on est. Et il y a eu 2 grandes migrations. Il y a eu la migration des prêtres, celle qui allait à la paroisse bretonne de Paris ou à la mission bretonne, qui était beaucoup une migration du Morbihan, qui était aussi une migration de l'ouest du Finistère, du pays Léonard. Et puis, il y avait la migration rouge, qui était la migration de Douarnenez et de ses environs, et puis du Crest-Braise, la migration du centre-Bretagne, Carhaix, tout ce coin-là, où parfois on était communiste et catho, les deux en même temps. C'est un de quelqu'un à la mission Bretagne qui expliquait que quand même il fallait faire sa communion. Elle avait fait sa communion, ça devait être dans les années 50, avant de partir à Paris. Et puis le jour de sa communion, son père l'avait envoyé en aube acheter l'humanité. Voilà. Là. Donc tout ça... Alors pendant très longtemps, les 2 branches ne se sont pas parlé. Bien vous imaginez ça. Entre la mission bretonne d'un côté et l'USBIF de l'autre, on ne se parlait pas. Alors, la guerre froide est quand même finie depuis un certain laps de temps, plus de 30 ans, et aujourd'hui, on travaille ensemble. Mais on a créé, par exemple, un salon du livre qui s'appelle le Salon Lire la Bretagne avec l'USBIF. On a eu du mal à faire avaler ça à certaines personnes de la mission bretonne qui trouvaient que quand même aller, entre guillemets, fricoter avec les communistes, je n'avais pas réfléchi une minute. Voilà. Donc aujourd'hui, les choses se sont tassées, mais cette double migration est restée avec des originalités que vous allez voir qui sont fort intéressantes. Alors évidemment, on arrive à la gare Montparnasse, et c'est le train qui a fait les migrations. Et la géographie a été celle de l'arrivée du train. Les derniers à partir ont été les Léonards, parce que le train est arrivé très tard à Brest. Le train est arrivé à Brest en 1865 et donc c'est à partir de ce moment-là que la migration léonarde a eu lieu. Et c'est une migration qui va partir souvent directement vers Paris, qui ne va pas s'arrêter comme dans d'autres. Par exemple, il y a beaucoup d'Auvergnats qui vont à Lyon, puis après, ils partent de Lyon à Paris. Chez les Bretons, ce n'est pas le cas. On part directement à Paris. On arrive à la gare Montparnasse. Et là, c'est la grande aventure qui commence. Ceux qui arrivent, ils ont dans leur poche pas grand-chose, 3 sous, et des adresses, 1 ou 2 adresses, des adresses de famille, parce qu'on va d'abord dans de la famille. Mais vous imaginez bien
que mal logés. Quand vous voyez arriver la cousine à la mode de Bretagne, vous voulez bien la loger un soir, 2 soirs, mais vous ne pouvez pas lui procurer un logement. Donc il y a énormément de ces jeunes gens qui arrivaient, qui ont fini sous les ponts. Beaucoup de filles qui ont dormi dehors, sur des bancs, au tournant du XXe siècle. Parce que... Et puis il y avait beaucoup de mensonges aussi. Dans ces gens qui étaient à Paris, on n'allait pas dire à la famille qu'on avait raté, qu'on n'avait pas d'argent, qu'on était pauvre, que l'espoir qu'on avait mis dans la migration, bah, c'était une erreur. Donc, on ne recevait plus les gens. Alors, la deuxième adresse qui sortait de leur poche, c'était l'adresse des associations. Alors, avant la gare de 14, ils allaient beaucoup à la paroisse bretonne de Paris, chez l'abbé Cadic, qui les accueillait. Dans les années 30, ils allaient beaucoup à Saint-Denis, où on les accueillait et puis on les logeait et on faisait comme on pouvait. Mais ils avaient parfois uniquement cette adresse-là et ils en attendaient à peu près tout, c'est-à-dire un logement, c'est-à-dire un emploi. Mais quand on est au lendemain, alors dans l'entre-deux-guerres, c'est très difficile parce que c'est la crise de 29, la dépression des années 30, la paroisse bretonne de Paris disparaît en 1929. Après la guerre de 39-45, c'est les 30 glorieuses. On arrive à Paris, en une semaine, on a un logement et la même semaine, on a un emploi, mais pas un CDD, on a un emploi à temps plein et en forme de CDI. Thalès rêveur aujourd'hui. Voilà. Donc c'était, on venait pour ça. Donc on arrivait là. Si vous vous baladez dans le quartier Montparnasse, ben, il y a encore plein de cafés qui portent la ville de Guingamp, qui portent les noms bretons. Même si aujourd'hui, si vous allez dans les crêperies, elles sont bretonnes comme moi, je suis marseillaise. Alors, il en reste une. Si un jour vous allez à Paris, elle a du mal à exister. Elle s'appelle le Tijos. C'est là où a été fait une grande partie du revival breton des années 70 autour de Stivell et Servat. Et là, c'est une vraie. Et en plus, ils sont du Morbihan. Moi aussi. Donc, bon, je ne veux pas faire de chauvinisme, hein, mais voilà. Alors, évidemment, les migrants et la politique se mêlent. Donc, un des très bons exemples que l'on a, c'est l'histoire de Nathalie Lemel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Nathalie Lemel, elle est beaucoup moins connue que sa grande amie, qui a été sa compagne de lutte et qui était Louise Michel. Louise Michel a beaucoup écrit, Nathalie Lemel a beaucoup cuisiné. Nathalie Lemel, elle est brestoise, elle est née dans ces fameuses rues de la Soif. Et donc, mais ses parents, sa mère qui ne voulait pas qu'elle devienne, qu'elle aille s'arsouiller dans les bas quartiers de Brest et à Recouvrance, l'avait envoyée chez les bonnes sœurs. Donc, elle a appris à lire, elle a appris à écrire, et elle s'est lancée, elle voulait devenir libraire. Et elle et son mari sont devenus libraires à Quimper. Et puis, ça n'a pas marché. Ils ont été obligés de partir à Paris. Et lui s'est mis à boire. Il battait sa femme, il battait ses enfants. Nathalie Lemel est partie. Et elle a trouvé du travail avec un révolutionnaire qui était Eugène Varlin. Et elle a participé à 1870 à la Commune de Paris. Tout en travaillant, elle tenait une coopérative dans le 14e, rue du Château, qui était une coopérative où on mangeait pour pas cher et où on lisait les mauvais journaux. Les mauvais journaux, c'était les journaux révolutionnaires. Et Nathalie Lemel, j'aime bien cette photo, elle s'est battue à main nue sur les barricades de la commune et elle a travaillé beaucoup avec toutes ces femmes qui ont fait les débuts du féminisme, en particulier Hélène Dmitrieff. Donc elles ont même leur place à Paris, pas loin l'une de l'autre. Et elle a toujours eu ce travail. Elle est morte très âgée, on la voit ici. Elle est morte en 1921, elle était quasi centenaire, aveugle,
et elle a fini dans le dénuement le plus complet. Mais elle a fait partie de ces migrations bretonnes à Paris, et alors elle vivait dans les mauvais quartiers. Si vous connaissez un peu Paris, elle habitait dans le 15e arrondissement. Alors aujourd'hui, le 15e, c'est pas un mauvais quartier, mais à l'époque, elle habitait dans les mauvais quartiers. Le 15e était un mauvais quartier, c'était un quartier de voyous. Voilà. Mais les maisons n'y étaient pas chères, les logements n'y étaient pas chers. Alors la deuxième chose, ça a été le deuxième élément politique fondamental, ça a été la guerre de 14, la boucherie de la guerre de 14. Les Bretons ont payé un très lourd tribut à la guerre de 14, même si on a revu à la baisse le nombre de morts bretons. Pendant très longtemps, là, c'est la plaque commémorative qui est aux Invalides et qui parle de 240 000 morts pour les Bretons. Aujourd'hui, on pense qu'il y a eu 130 000 morts, mais c'est une des régions de France qui a payé le plus lourd tribut. Et ce qui a été important pour les migrations, c'est que les Bretons étaient paysans pendant la guerre. Quand on a créé, quand il a fallu, si vous voulez, développer l'industrie, il fallait produire des armes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait revenir à l'arrière les ouvriers et on a laissé dans les tranchées les paysans, dont les Bretons. Et quand la guerre a été terminée et qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont dit à leurs enfants, plus jamais, il ne faut plus être paysans. S'il y a une autre guerre, il faut partir à la ville. Il faut être ouvrier, tu ne finiras pas dans les tranchées. Et ça a été un des éléments qui a accéléré les grandes migrations. D'autant plus qu'une génération plus tard, c'était la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc ça a accéléré les flux migratoires. Et la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu ce rôle-là. Ça va être plus économique. Mais c'est très touchant de voir, même dans des lettres de poilus bretons, qui écrivent à leurs femmes, il ne faut pas que notre enfant devienne paysan. Il faut qu'il parte à la ville. Il faut absolument, peu importe ce qu'il va faire à la ville, mais il ne faut plus qu'il soit paysan à tout faire. Voilà. Alors, tout ce qui a été dit là va de pair avec évidemment le problème économique. Donc, l'abbé Gautier a fait cette thèse et on a tiré 2 livres, un qui s'appelle L'immigration bretonne et un qui est terrible, qui s'appelle Un siècle d'indigence ou pourquoi les Bretons s'en vont. En fait, l'abbé Gautier est prof de philo. Donc rien ne prédispose le prof de philo au Cordelier de Dinan de s'intéresser aux flux migratoires. Sauf que on est dans les années 30, juste avant la guerre de 40. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les familles de ses élèves qui partent. N'importe comment, sans formation, sans travail préalablement trouvé, années 30. Donc les années de dépression. Ils partent à Paris. Et à Paris, qu'est-ce qu'ils trouvent? Pas grand-chose. Des logements exigus, des logements très chers, les logements sans eau et sans électricité. Pour les pauvres Bretons, il y en a eu jusqu'aux années 60. C'est très bien montré dans le film sur Saint-Denis. Et ils arrivent là-bas, ils sont complètement démunis. Et il a quelques élèves qui lui écrivent pour lui raconter la vie terrible qu'ils mènent à Paris et la nostalgie qu'ils ont de la Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'abbé Gautier? Il abandonne son poste de prof de philo au Cordelier de Dinan. Il prend sa petite valise et il part à Paris. Et là, il arrive à Paris et il représente l'abbé Gautier tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'installer chez des religieuses et il se dit, moi je vais prendre comme modèle l'abbé Cady qui avait créé la paroisse bretonne de Paris et je vais aider les Bretons en détresse. Je vais les aider à repartir en Bretagne, pas à rester à Paris. Je vais les aider à retourner. Alors il s'installe
Et puis il se dit, il faut créer quelque chose. Alors, créer quelque chose, il va créer une association. Il ne sait pas comment l'appeler. Donc, il est prêtre. Il va trouver le cardinal archevêque de Paris, qui est le cardinal Suard, et puis il lui dit, bah voilà, les pauvres Bretons, moi je veux créer une association. Et là, il y a le cardinal Suard qui dit, très bien, je viens de créer en 1943 les Missions de France pour réconcilier l'Église et le monde ouvrier. Eh ben, vous allez vous appeler Mission bretonne. Parce que vous allez avoir beaucoup de paysans qui vont devenir ouvriers. Alors l'abbé Gauthier, il dit oui. Donc c'est pour ça qu'il a créé la Mission bretonne. Et en fait, il a prévenu après les évêques de Bretagne, et il y en a un d'entre eux qui lui répond, non mais une mission bretonne, mais enfin vous n'avez pas d'idée, vous auriez dû appeler ça la colonie bretonne de Paris. Donc la mission bretonne, c'est déjà un nom qui est parfois un peu lourd à porter, on nous prend pour des protestants. Mais vous imaginez la colonie bretonne de Paris. Alors aujourd'hui, je sais bien qu'on a accolé Thierry Bretonade, mais c'était quand même encore plus lourd à porter. Et donc cet abbé Gauthier va faire un travail absolument monumental avec un comportement de recteur. Hein, en soutane, voilà, donc, mais il a été fondamental, je vous en reparlerai. Alors pourquoi on part? Eh bien, on part parce que la Bretagne est pauvre. Hein. La Bretagne est pauvre, isolée, hein, et qu'elle a plein d'enfants. À l'époque, à la veille de la guerre de 14, dans l'entre-deux-guerres, en gros jusqu'au baby-boom d'après la Seconde Guerre mondiale, en Bretagne, il y a énormément d'enfants. Et en France, il n'y en a pas. La France est malthusienne. On est un des rares pays d'Europe à pas avoir d'enfants. Mais en Bretagne, il y en a plein. Il y en a beaucoup pour des raisons religieuses. La Bretagne est une terre... pas partout, mais dans une bonne partie de la Bretagne, une terre très catholique. Donc, on a des enfants et puis on a besoin de bras pour travailler. Parce que la Bretagne, on l'a oubliée. La Bretagne, il y a eu la Révolution française. La Bretagne a été assimilée, elle a été considérée comme une terre hostile à la Révolution, une terre hostile à la République. Et donc, après, on l'a oublié. Hein. Tout ce qui était au-delà de Rennes, on ne l'a pas développé à une époque au XIXe siècle où la révolution industrielle à partir du XIXe devient très importante. Elle ne l'est pas en Bretagne, qui continue d'être une terre routinière et archaïque que l'on a complètement délaissée. C'est le syndrome, on appelle ça en histoire le syndrome de la chouannerie. Voilà. Où on va considérer les Bretons comme dangereux parce que chouans, parce que contre-révolutionnaires. Et il faudra tout le travail des abbés démocrates comme l'abbé Bridel, l'abbé Mancel ou l'abbé Trochu pour, à la fin du XIXe siècle, réconcilier la Bretagne avec la République, faire le ralliement de la Bretagne à la République. Donc on a laissé la Bretagne en friche. Mais les Bretons, ils sont beaucoup moins analphabètes qu'on ne le dit. Beaucoup de Bretons savent lire. On compare souvent les Bretons et les Auvergnats. Mais les Auvergnats, ils savaient tous lire, mais les Bretons aussi, ils savaient lire. Mais ils n'avaient pas lu dans les mêmes livres et ils ne parlaient pas la même langue. Les Bretons, par exemple, de Basse-Bretagne, tous ceux qui étaient dans le monde très catholique, ils savaient lire, mais dans Buez-Arsène, la vie des saints. Hein, c'était là où on apprenait à lire. Donc, ils lisaient le breton pour un certain nombre d'entre eux. Et puis, il y a eu beaucoup, jusqu'à la séparation de 1905, mais il y avait quand même beaucoup d'écoles religieuses où on apprenait à lire aux enfants qui étaient infiniment moins retardés, analphabètes, qu'on a bien voulu le dire et l'écrire. Alors, il n'empêche que quand ils arrivent, et c'est très bien montré dans le film, ils n'ont aucune formation. Ils savent labourer la terre. Là. Et donc, ils prennent les boulots dont les autres ne veulent pas ou ne veulent plus. Les Auvergnats sont arrivés avant, ils ont mis de l'argent de côté, ils ont acheté des cafés. Et donc, les Bretons, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ce qui reste. Et on va les appeler les parias de Paris.
Hein. Les parias de Paris, et les parias de Paris, c'est beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup de filles qui partent, parce qu'elles veulent échapper. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, une fille, ça coûtait cher, il fallait une dot. Et il ne faut pas oublier non plus que dans beaucoup de couvents de filles, on rentrait au couvent, mais il fallait une dot pour rentrer au couvent. Si vous rentriez au couvent sans dot, vous étiez la souillon du couvent. Hein. Donc, si les parents ne voulaient pas, il fallait donner de l'argent. Et puis, quand il y avait un héritage, le notaire du couvent venait et il réclamait la part d'héritage. Hein. Donc, les filles partaient parce que la première, on lui payait sa dot et puis après, on arrêtait. Hein. Alors, il y en a qui rentraient, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans les ordres religieux, mais beaucoup sont partis. Et puis, c'est pas vraiment un matriarcat, mais vous savez aussi bien que moi le poids des femmes dans les campagnes bretonnes. Et quand la petite jeune fille se mariait ou devait se marier, le poids de la belle-mère, de la vieille tante, de la grand-mère et des belles-sœurs pas mariées, eh ben, elle fuyait à Paris. Voilà. Donc, il y avait tout ça. Et puis, il y avait chez ces jeunes filles, moi j'ai toujours été très admirative, il y avait aussi une certaine audace qu'il n'y a pas dans les autres, les autres régions. Alors, leur émigration est longue, difficile, et pour la plupart d'entre elles, elles deviennent bonnes à tout faire. Boniches, comme on disait. Et certaines se sont revendiquées boniches. On parlait tout à l'heure, il y a un film formidable de Thierry Compin qui s'appelle « Nous n'étions pas des bécassines », où on voit des femmes qui expliquent que les parents les mettent à la porte parce qu'il faut les nourrir. Hein. Voilà. Et donc ces femmes arrivent, donc elles sont bonnes à tout faire, elles font les courses, elles repassent. Certaines gardent le costume breton parce qu'elles avaient la réputation d'être sérieuses tant qu'elles avaient le costume breton. Dire qu'elles n'allaient pas coucher avec n'importe qui, avec le costume breton, on ne le salissait pas. Donc on leur laissait le costume breton. Ça permettait aussi de ne pas les payer. Ben oui, parce que du coup, elles étaient logées, blanchies, nourries. Il y a des témoignages très drôles sur les bonnes, où il y a une brave dame qui embauche une bretonne au début des années 20. Ah ben lui, je ne vous paye pas, mais vous imaginez l'argent que je mets quand vous êtes obligé d'amidonner votre coiffe. Voilà. Donc on lui paye, il ne la payait pas, parce qu'il fallait payer l'amidon pour payer la coiffe. Et puis dans d'autres cas, comme ici, eh bien, on leur donnait un vêtement de demoiselle ou de dame de Paris. Alors sinon, elles étaient filles de salle. Voilà. Après, mais là, il y a il y a eu toute une promotion sociale. Hein. Fille de salle, aide-soignante pour la fille, infirmière pour la petite fille, médecin pour la suivante. Hein. L'école devient pour ces femmes un élément absolument fondamental. Voilà, il fallait cette promotion-là. Et puis les autres deviennent nourrices. Alors, ce n'est pas les mieux payés parce qu'il y a de meilleures vaches à lait, comme on disait. C'était les morvandelles qui étaient bien mieux dotées comme vaches à lait. Ceci dit, c'était bien d'être nourrice parce que vous aviez un vêtement de nourrice et vous n'étiez pas nourrice toute votre vie. Mais globalement, dans les familles bourgeoises ou aristocratiques qui vous embauchaient, on ne vous mettait pas à la porte. Et quand vous rentriez, vous aviez le costume de nourrice et vous étiez reconnu dans votre village par le costume que vous portiez. Voilà. Donc beaucoup ont abandonné leurs propres enfants à leurs parents, à leur mère, pour pouvoir partir à Paris. Et c'était, il y avait aussi ce qu'on appelait une nourrice sèche, hein, quand elles arrêtaient de pouvoir allaiter. Alors évidemment, l'autre débouché, c'est la prostitution. Si vous allez un jour dans le quartier Montparnasse à Paris, il y a tous les bordels, tout ce qui reste des bordels. Les bordels chics et les bordels pas chics. Les bordels chics, ils sont boulevard et Garquinet, il n'y a pas de bretonne dedans. Il y a Kiki de Montparnasse. Hein. La seule bretonne qui est allée dans ces bordels chics, c'était Fréhel. Parce qu'à la fin de sa vie, elle avait beaucoup fumé, beaucoup bu.
Et elle avait une voix rauque qui plaisait beaucoup. Donc on la faisait venir pour chanter. Mais les pauvres Bretonnes, elles n'allaient pas là. Elles allaient rue de la Gaîté. C'était la rue Saint-Denis de l'époque. Hein. Et rue de la Gaîté, où est-ce qu'on les trouvait, ces filles? À la gare. Alors à la gare, vous aviez de beaux jeunes gens bien habillés qui arrivaient, qui disaient « Mademoiselle, vous venez d'arriver à Paris ?» Alors oui, vous ne savez pas où aller? Non, mais moi je connais un endroit formidable. Ils étaient habillés impeccablement, ils ne faisaient pas souteneurs. Hein. Et ils prenaient ces jeunes filles et ils les emmenaient rue de la Gaîté. Alors là, on les logeait au rez-de-chaussée, en costume breton bien longtemps. Et là, on leur faisait visiter Paris, etc. Au bout de 15 jours, on leur disait, ne vous en avez pas marre d'être en costume breton, là vous voyez comme sont belles les filles de Paris, on va vous donner une robe de demoiselle de Paris, on disait à l'époque. Alors ces pauvres filles, elles disaient oui. Alors on leur donnait une robe de demoiselle de Paris, et là elles quittaient le rez-de-chaussée, et par un escalier étroit en bois, elles montaient au premier étage, et le premier étage c'était le bordel. Voilà. Et là, elles tombaient enceintes, elles attrapaient la syphilis et quand elles faisaient du racolage, elles étaient arrêtées et envoyées à la prison Saint-Lazare. Et à la prison Saint-Lazare, il y avait tellement de Bretonnes qui étaient originaires de Basse-Bretagne qu'on cherchait des prêtres bretons qui parlaient breton pour traduire les choses à ces pauvres filles. Ah. Et elles mouraient dans des souffrances terribles. Alors, les associations bretonnes avaient créé ça. Il y avait, ça c'était donc le symbole, le souteneur, la pauvre petite jeune fille, c'est dans les années 50, hein, qui arrive avec sa valise en carton. Et donc, les associations envoyaient des gens faire le coup de poing avec les souteneurs. Voilà. Il y a un célèbre qui a fait le coup de poing, c'était Glenmore. Voilà. Qui faisait partie de ceux qui allaient récupérer les pauvres Bretonnes qui arrivaient à la gare Montparnasse. Voilà. Mais la prostitution, ça a été un mal terrible. À un moment donné, dans les années 20, la prison Saint-Lazare, il y a eu jusqu'à 75% de prostituées bretonnes sur la totalité des prostituées. Voilà. Et c'était les plus malades. Hein. Bon, alors les hommes, les hommes, ils avaient des muscles. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, ils ont construit Paris, fait les grands travaux de Paris, évidemment le métro, hein, 1900, avec, sous la direction d'un ingénieur donc, qui était Fulgence Bienvenu, originaire d'Uzel dans les Côtes-d'Armor. Et puis, sinon, ils étaient terrassiers, ils ont construit les expositions universelles, ils étaient cheminots, et sinon, ils étaient ouvriers. Hein. Ils étaient ouvriers à cause de leur manque de formation. On les cherchait pour leurs muscles. Hein. Et alors, ils allaient là où il y avait des chantiers. Et les filles allaient là où il y avait du boulot. Et ils se rencontraient à Versailles, parce qu'à Versailles, c'était des populations aisées qui prenaient des nourrices, des bonnes, etc. Et il y avait tous les chantiers de la SNCF. Et donc, il y avait des prêtres qui organisaient des rencontres. La période, les prêtres, ils faisaient office de, je sais pas, d'agence matrimoniale tout au long de la période. Voilà. Alors, ils vivaient aussi dans certains quartiers, donc évidemment Montparnasse, mais à Paris, alors il y a à Saint-Denis, il y a une petite Bretagne, et dans Paris, elle est moins connue, c'est le quartier Pernetti, autour de Notre-Dame du Travail, qu'on appelle la Petite Bretagne. Donc c'est la rue Pernetti, la rue Didot, tout ce coin-là du 14e arrondissement, où vivaient ces Bretons qui étaient des Bretons honteux. Ah. Donc, il fallait être bon à l'école et ne rien dire. Ouais, ma grand-mère raconte toujours que quand elles sont arrivées à Paris avec sa sœur s'appelait Yvonne, Yvonne Bretonne. Breton, tête de cochon. D'accord ?
Et ils n'avaient pas la réplique, voilà. Et donc, la gamine rentre le soir en larmes en disant on s'est moqué de moi parce que je suis bretonne. Le lendemain, sa famille l'avait appelée Catherine. Du coup, il n'y avait plus Yvonne. Hein, Catherine, c'était pas breton, ça mangeait pas de pain, ça posait pas de problème. Hein. Et alors, rue Pernetti, tout à côté, c'était les mauvais quartiers aussi, les Apaches. Hein. Et alors, ce qui est savoureux, c'est d'aller regarder les sources. Dans l'église Notre-Dame du Travail, les curés d'Iso-Breton foutaient le camp. Vous prenez le pain des Parisiens, rentrez chez vous en chair. Hein. Faut vraiment les trouver pour arriver à ça. Partez. Et quand on a les rapports de police, quand il y avait des vols, si le voleur était alsacien, auvergnat, basque, on ne l'écrivait pas. Mais s'il était breton, un voleur breton a. Et donc, chaque fois que quelque chose était mal fait et que c'était un breton, c'était bien écrit. Hein. Alors, on s'habillait comme les Parisiens, mais quand il y avait des mariages, parfois des communions, on ressortait les vêtements de Bretagne. Il faut que je me dépêche peut-être. Me dépêche. Alors, évidemment, derrière, il y a Bécassine, qui n'est pas bretonne, elle est picarde. Bon, après, elle est devenue bretonne. Native de Clocher-les-Bécasses. Hein. Et cette pauvre Bécassine, elle n'aurait jamais dû être bretonne. Et ça a fait un mal à la Bretagne absolument épouvantable, parce qu'elle est devenue le symbole de la bonne à tout faire. En fait, c'est une histoire rigolote. Le premier numéro de la semaine de Suzette sort, et il y a un dessinateur qui fait faux bond au dernier moment. Et donc, on va demander à Pinchon, Joseph Porphyre Pinchon, donc de bien vouloir dessiner. Alors lui, il ne sait pas quoi dessiner. Alors il dessine l'histoire de sa bonne picarde, qui était un peu nunuche, et donc qui fait des tas de bêtises. Elle devait recevoir des officiers qui avaient des pantalons rouges. Elle les confond avec les homards. Enfin, voilà. Et puis, à partir de cette histoire, eh ben, elle est devenue bretonne. Donc, Anaïque Labornais, ne prononcez pas la bornaise, hein, et elle a un physique qui renvoie à ça. Elle n'a pas de nez, enfin, tout petit bout de nez. À l'époque, on mesurait l'intelligence à la taille du nez. Plus le nez était grand, plus vous étiez intelligent. Hein. Et puis, elle n'a pas de bouche, parce que quand même, elle ne va pas se mettre à revendiquer et à parler. Hein. Puis, elle n'a pas de sein, parce qu'elle ne va quand même pas devenir mère. Hein. Elle est juste boniche. Et elle a tous les mots dont on accusait les Bretons. C'est-à-dire, elle maîtrise mal la langue, elle fait des fautes de français, elle maîtrise mal les usages sociaux. Elle maîtrise mal les nouvelles techniques. Hein. Donc, elle devient le symbole des Bretons. Et il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y a des quantités d'ouvrages qui sortent où on traite les Bretons absolument de manière mais honteuse. Il y a l'histoire d'une pauvre Yvonne qui meurt dans la rue de la syphilis. C'était absolument abominable. Et dans les journaux d'extrême droite de l'époque, où on se moquait des Bretons à longueur de journée, et c'était vraiment un acharnement qui était terrible. Et les Bretons étaient des Bretons honteux. Hein, voilà. Des Bretons honteux. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'à la même époque, tu avais Bécassine qui passait dans l'Ouest éclair, et en Bretagne, on lisait Bécassine dans l'Ouest éclair. Voilà. Oui, il n'y a pas que ça, mais quand même. Oui, il y a aussi toute la critique historique, Bécassine pendant la Grande Guerre, etc., avec le superbe chien qui s'appelle Hindenburg et tout ça. Oui, oui, tout ça. Mais par rapport à la Bretagne, c'est quand même ça. Voilà. Alors, les Bretons, donc, c'est des provinciaux pas comme les autres, parce qu'il y a beaucoup de filles.
Et la différence, par exemple, avec les Auvergnats, c'est que les Auvergnats viennent en famille, alors que les Bretons viennent seuls, en particulier les filles. Et c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés dans les cafés. Les Auvergnats viennent, les mères, les pères, on regarde qui fréquente les petites jeunes filles, qui elles vont épouser, hein, mais surtout qui elles fréquentent. Les Bretonnes, elles ont personne. Et donc, les prêtres, par exemple, ou du côté de Saint-Denis, les Bretons émancipés, vont organiser des bals, justement pour que les filles n'aillent pas s'arsouiller, entre guillemets, dans les cafés des Auvergnats ou dans les cafés des Italiens. Hein. C'était ou les Auvergnats ou les Italiens. Et donc, ils vont créer ces bals. Et par exemple, l'abbé Gauthier à la Mission bretonne crée le dimanche des bals. Donc, il voulait qu'on danse breton, mais les gens ne voulaient pas toujours danser breton. Alors, on dansait un peu la gavotte ou autre. Et puis, ils voulaient danser des danses plus à la mode. Et alors, le bal était coupé de conférences pieuses et de prières. Et si on ne voulait pas assister à la conférence pieuse et à la prière, eh bien, on sortait. Mais quand on revenait, il fallait payer l'entrée dans le bal une deuxième fois et c'était plus cher. Voilà. Alors, il va y avoir une solidarité avec beaucoup d'associations et l'importance des réseaux. Le grand fondateur de tout ça, d'un point de vue religieux, c'est l'abbé François Cadic, qui est originaire du Morbihan, est originaire de Noyal-Pontivy. C'est un collecteur, pour le reste. Hein, il va collecter beaucoup la matière de Bretagne. Et c'est un intellectuel. Il est repéré par ses maîtres et on l'envoie à Paris pour faire des études à la Cato, en attendant de partir à Rome faire une thèse de théologie. Donc, il s'installe dans le quartier de l'université catholique, hein, donc dans le 6e. Et là, il fréquente l'université et il vit dans une petite rue qui donne rue de Rennes, s'appelle la rue Littré. Il a une toute petite pièce et puis un beau jour, il va non pas vers la fac, mais il va de l'autre côté. Et là, il découvre tout autour de la gare Montparnasse la pauvreté des Bretons. Donc, il va abandonner ses études, sa thèse, etc. Et il va créer la paroisse bretonne de Paris en 1897. Et il va accueillir... Alors, il ne sait pas où se mettre, il ne sait pas où aller. Alors, il frappe à la porte des églises. Et puis finalement, c'est un prêtre qui s'appelle le Père de la Mer, qui deviendra évêque plus tard, qui était curé de Notre-Dame-des-Champs, qui va l'accueillir et qui va lui prêter la crypte pour qu'il crée cette paroisse bretonne de Paris. Donc, c'est une association, on y adhère et il va inventer, à la veille de la guerre de 14, la première vraie sécurité sociale. Il crée une sécurité sociale. Parce qu'ils se rendaient compte que ceux qui venaient là dépensaient parfois leur argent n'importe comment. Et il crée cette sécurité sociale qui permet ensuite d'envoyer de l'argent en Bretagne ou de payer un retour ou de payer quand on était malade. Donc ça a été quelque chose de très important. Et il s'était entouré de chrétiens sociaux originaires du Sillon, hein, de Marc Sangnier, qui ont été extrêmement importants, qui mobilisaient autour de cette paroisse bretonne. Bon, alors après, l'abbé Gauthier et la mission bretonne, hein, donc je vous en ai déjà beaucoup parlé, qui était là aussi pour garder vivante la foi de nos vieux pères, hein, d'Afez Ontadou Cause, qui était l'élément important. C'était une vraie mission qui était religieuse, mais aussi évidemment éminemment sociale, et qui a été une agence matrimoniale. Parce que l'abbé Cadic, mais surtout l'abbé Gauthier, avait créé des réseaux pour faire venir les gens. On en parlera de manière informelle pour d'autres choses. Puis il y aura les taxis où c'était une forme aussi de réseau. Mais là, donc, il avait des points de repère dans les paroisses.
Et donc, quand les gens avaient de la famille qui partait, ils prenaient contact avec les prêtres, parfois avec le maire, et ils vérifiaient qui partait, est-ce que les jeunes gens pouvaient se marier, etc. Et ça a été extrêmement important, y compris aussi pour faire venir un certain nombre de gens sur Paris. Donc il avait l'abbé Gautier des tas de petites cartes, et puis il écrivait les noms des gens, le nom de la paroisse, le nom du recteur, et comme ça il avait des liens qui restaient, et puis on envoyait les journaux, et ces journaux gardaient évidemment un lien très important. Et puis il n'y a pas eu que les prêtres, il y a eu aussi les laïcs engagés. Alors il y en a eu plusieurs, mais j'en ai retenu deux, un homme et une femme. D'abord, au tournant du XXe, le docteur Le Fur, qui a créé la Mutualité Bretonne, qui était une société de secours mutuel, qui s'occupait des migrants et qui avait aussi pour but de fournir une aide, une assistance médicale et sociale. Voilà. Et puis la deuxième, c'est Geneviève de Blinière, une jeune Bretonne qui arrive à Paris, qui va participer à ce qu'on appelait l'œuvre des gares, qui était là pour s'occuper de ces Bretons et Bretonnes qui arrivaient. Et elle va créer le foyer social breton, qui existe toujours, qui a changé de forme, mais qui était là pour accueillir essentiellement les filles et leur trouver un logement. Le service social breton existe toujours. Voilà, donc Geneviève de Blinière. Et puis le troisième... Les troisièmes, alors il y a eu aussi, oui, je passe vite, mais il y a eu aussi toute la lutte sociale avec une femme formidable, je ne sais pas où est Marie-Paul, mais elle l'a connue, donc qui s'appelait Suzanne Asquette. Et cette Suzanne Asquette a créé le premier syndicat des gens de maison, voilà, des employés de maison. Il est rare, les gens ne savent en général pas qu'il existe, qu'il a existé, elle était à la CFTC. Et elle a créé ce syndicat, elle était poétesse aussi. Voilà. Et puis les derniers, évidemment, c'est les Bretons émancipés. Marcel Cachin, Breton émancipé de Dieu et de la religion. Voilà. Donc c'est Marcel Cachin qui était de Paimpol, qui va créer ça. Donc on est à Saint-Denis cette fois. On est à Saint-Denis. Il va donc créer cette structure qui existe toujours. Il existe toujours une amicale des Bretons de Saint-Denis et qui est aussi à l'origine d'un journal qui s'appelait Warzao, c'est-à-dire debout. Et donc, ils organisaient, ils avaient des chorales. Alors, l'image est savoureuse parce que vous avez tous ces gens en costume breton, mais... le point levé. Hein. Et alors, ils avaient inventé les pardons laïques. Hein. À Paris, il y avait trois formes de breton, de pardon. Il y a le pardon catholique, hein, la Saint-Yves. Il y avait le pardon historique, à Montfort-l'Amaury, sur les traces d'Anne de Bretagne. Puis il y a le pardon laïque, le lundi de Pentecôte à la Courneuve. Hein. Et on n'hésitait pas à... mais ça s'appelait pardon. Hein. Voilà, ça s'appelait pardon, ça s'appelait pas, je sais pas quoi, un autre nom. Alors, c'est très intéressant, les Bretons de Saint-Denis, parce que très souvent dans le communisme, on gomme les origines régionales, pas du tout. Là, c'est la recherche d'un équilibre entre, d'un côté, la lutte sociale et de l'autre, les héritages. Ils apprenaient le breton, on chantait des chants bretons. C'était très important. Marcel Cachin parlait bretonnant. Et dans ses discours, il mettait toujours des petits bouts de breton pour y faire référence. Et ça a été vraiment très important. C'était très original comme démarche. Et ils ont eu une action sociale et culturelle extrêmement importante et qui dure encore aujourd'hui. Voilà, ça c'était les journaux, la Warzao. Les journaux, c'était très important parce que ça permettait de garder un lien avec les gens qui rentraient en Bretagne. Et dans les réseaux, ça permettait de, si vous voulez,
de garder des liens et puis d'aider des gens à venir ou à repartir, parce que beaucoup pensaient qu'il valait mieux retourner en Bretagne. J'ai 2 minutes encore. 2, c'est bon. Et donc, évidemment, la dernière chose, c'est que ces Bretons de Paris vont, et de région parisienne, vont découvrir ou redécouvrir leur culture avec les fêtes de la Saint-Yves à partir des années 50. Et puis, l'élection des duchesses qui traversaient Paris. Elles partaient du haut de la rue de Rennes à cheval. Voilà, et elles allaient parfois jusqu'à Notre-Dame. La légende raconte qu'il y en a qui sont entrés à cheval dans Notre-Dame, mais c'est qu'une légende. Et donc, à la Saint-Yves, eh bien, c'était comme dans un pardon. Il y avait le côté religieux et puis après, il y avait le côté profane. Il y avait du tir à la corde, il y avait des levées de bannières et les gens venaient danser la danse des mille avec le costume qu'ils avaient de leur famille. Donc ça, c'était le pardon de Montfort-l'Amaury. Et puis les Bretons de Paris et de région parisienne, ben, c'est le revival. Alan Stivell et surtout Gilles Servat, hein. Les Sœurs Guadec, tout le monde se mobilise. Servat a beaucoup fait pour les Bretons de Paris, beaucoup. Il a écrit La Blanche Hermine chez Tijos, rue de l'Ambre. Et quand les Sœurs Guadec sont venues à Bobino, eh ben les gens ont dansé la gavotte et le pline dans la salle de Bobino. Voilà, et c'était vraiment, ça a vraiment été très important que cette redécouverte de la culture. Ils se sont aussi engagés dans les grands problèmes de Bretagne, la langue. Là, j'aime beaucoup cette image. Donc là, c'est un cours de breton sauvage à la gare Montparnasse, fait par quelqu'un qui après a fini prof de fac à l'université de Brest, qui s'appelait Serge Richard, et donc qui, pour essayer de motiver les gens à apprendre le breton, ben, il allait apprendre directement, lui donnait des cours de breton dans la gare. Voilà. Et puis après, bon, bah, les détenus politiques, évidemment Plogoff, voilà. Donc ils ont été un peu de toutes les luttes. Et pour finir, bah, il y avait cette solidarité entre Paris et la Bretagne. Et je voudrais juste finir sur cette image de quelqu'un que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelait Jean-Simon Mahé, qui est mort en 2022 et qui a été pendant toute sa vie l'artisan du lien entre... Il était président de la Fédération des sociétés bretonnes de région parisienne. Il avait lancé une radio qui s'appelait Radio Bro. Et je crois que personne d'autre que lui n'a fait autant pour la solidarité entre la Bretagne et la région parisienne, et n'a fait autant pour aider les Bretons de Paris et de région parisienne. Donc, je ne sais pas si vous le connaissiez, mais je voulais finir dessus, parce que c'est une des plus belles images des Bretons de Paris. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cette, comment dire, oui, très bien, présentation. Très intéressante. Je vous propose tout à l'heure de prendre quelques minutes si vous voulez poser quelques questions à Françoise Le Goisiou. Vous pouvez rester assise et je vais convier Guy Le Mestréalan à venir nous rejoindre. Ça marche. Voilà, est-ce que ça marche? Ça marche, oui. Vous nous entendez bien? Ouais. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, je suis désolé déjà d'être arrivé en retard. J'étais passé devant tout le monde, ça me gêne beaucoup. Non, pas de problème. Je suis là. Vous étiez notre deuxième invité très important. Gentil, merci. D'ailleurs, je voulais remercier, il y a des personnes de Bubry dans la salle et je voulais leur faire un petit clin d'œil. Il y a des gens de Bubry en plus. Oui. Par ici, par exemple. Et ils des personnes qui m'ont aidé à retrouver la trace, notamment de Guy. Donc voilà, si oui, certaines personnes se reconnaissent. C'est du fait de mon métier sur Paris. J'étais taxi parisien, comme nous a
tout à fait parlé tout à l'heure lors de sa conférence des taxis. C'est vrai que les taxis parisiens, ils ont été assez nombreux. Et c'est venu. Pourquoi c'est venu on sait pas Comment pourquoi. ils sont partis, Voilà. ces Comment ils fameux sont taxis de partis. Bubry? Il est parti de Bubry, une commune de, disons, 2000 habitants à cette époque-là. Nous étions environ une centaine de taxis de Bubry. Pourquoi tant de taxis Il y en a un qui a commencé, ça a commencé en 1952, je pense. Ce monsieur s'appelait Monsieur Perrault. Il a décidé de se mettre taxi. Pourtant, il avait un métier, comme d'ailleurs tous les taxis que nous étions sur Paris, nous avions tous un métier avant. On n'est pas parti sur Paris pour faire le taxi. Donc, vous étiez électricien, par exemple. Moi, j'étais électricien, donc j'ai fait sur mon métier également 5, 6, 7 ans. Et je me suis mis taxi après parce que j'ai suivi la filière. Alors, ce monsieur, il s'est mis taxi donc en 52. Il avait un beau-frère qui l'a mis en 54, il a commencé. Un autre beau-frère a commencé en 55. C'était une histoire de famille. Et ensuite, de fil en aiguille, quand il venait en vacances, les gens qui étaient ici, ils voyaient évidemment les taxis arriver avec des voitures neuves, parce qu'à cette époque-là, 52, 53, c'était encore les tractions. C'était les tractions Citroën. Puis il y a eu les Peugeot, il y a eu les 203, je pense, les 403. Puis est arrivé dans les années 60 la 404 qui est sortie. Alors quand on voyait les taxis arriver sur Bubry avec des 404, tout le monde était un peu ébahi. Donc tous les gens qui partaient à cette époque-là, parce que c'était encore une époque où on partait beaucoup sur Paris, les années 60, moi j'étais, comme disait madame, il y avait des grandes familles en Bretagne, et c'est vrai, moi j'étais le dernier d'une famille de 7 aussi. Donc tous mes frères qui étaient avant moi, j'avais 5 frères, j'avais qu'une sœur qui elle est restée en Bretagne, mais les 5 frères avant sont partis sur Paris aussi. Donc les aînés n'avaient pas de métier, ils venaient de la ferme parce qu'on était tous nés à la ferme. Les autres avaient un métier, soit ajusteur, soit plombier. Moi j'étais électricien, donc on a été sur Paris. Mais quand on est parti sur Paris et qu'on revenait en vacances, qu'on voyait nos copains taxis, on trouvait que ça nous donnait envie de faire la même chose. Et qu'est-ce qu'il nous racontait? Taxi, c'était un métier où il y avait quand même une certaine forme de liberté de travail. On commençait à l'heure, si on avait envie de commencer à 8 h du matin, on finissait à 20 h le soir. Si on commençait à 10 h, on finissait à 22 h. Parce que le taxi, c'était quand même un métier où il fallait faire beaucoup d'heures. Mais c'est vrai comme on disait à cette époque-là, on gagnait sa croûte, quoi. Donc, et il y en a un qui est parti, il y a un deuxième, un troisième, et puis au départ, c'est qui était une histoire de famille et de beaux-frères, je pense. Et les amis après se sont mis également. Et de Bubry, nous sommes partis, nous étions largement une centaine dans les années 80 quand on venait en vacances à Bubry. La place de l'église, c'était 40 taxis sur la place de l'église. Et c'était formidable à voir parce que d'ailleurs, tout le monde, tous les commerçants étaient d'ailleurs contents de nous voir arriver. On avait on avait des certains moyens, c'est vrai. C'était une époque, dans les années 60, 70, celui qui était taxi, il gagnait, disons, par rapport à la moyenne d'un ouvrier qui travaillait chez Renault à ce moment-là, il gagnait 3 fois plus. Donc ça faisait... c'est ce qui attirait, quoi. Donc, bon, mais comment vous avez appris le métier de chauffeur de taxi? Le métier, il fallait passer un permis. C'était un permis qui n'était pas facile à passer. J'ai connu des gens de la région qui ont essayé et, comme on dit, ils n'ont pas pu. C'est vrai que c'était un permis, il fallait apprendre sur Paris, il fallait apprendre... on avait entre 2000 rues à apprendre. Et puis du par cœur, hein. C'était du par cœur, hein. C'était vraiment ça. Parce que beaucoup d'entre nous qui ont commencé, moi j'ai eu cette chance de connaître Paris un peu avant de faire le taxi. J'ai roulé dans Paris en tant qu'électricien, donc je roulais dans Paris. J'ai réussi à connaître les rues, mais j'ai quelques amis ici qui ont commencé sans rien connaître. Ça, ils prenaient le premier client.
eh ben, il fallait dire, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait, il dit, dites aux clients tout de suite que vous débutez, parce que 9 clients sur 10, ils ont leur chemin. Ils prennent le taxi tous les jours, parce qu'à cette époque-là, il y avait une clientèle taxi, ça prend le taxi tous les jours. Donc ils ont leur chemin, c'est pas leur peine de les balader, comme on disait, dites-leur que vous commencez. Et ils étaient tous contents de dire, ne vous inquiétez pas, je vais te montrer. Et, voilà. Et c'est comme ça qu'on a appris. Mais il y a eu des anecdotes, vraiment, parce qu'il y en a qui sont vraiment partis sans rien connaître de la ville de Paris. Alors croyez-moi, quand on arrivait, même dans les années 60, 70, ou même les années 50, il y avait déjà des embouteillages. C'était pas facile. Et donc est-ce que vous formiez une forme de communauté Oui, nous avons formé une communauté, et nous avons fait aussi notre amicale, d'ailleurs, comme toutes les amicales de Bretons de Paris. Il y a eu également l'amicale des taxis bretons. Alors, nous, on ne s'appelait pas les taxis. Quand on venait en vacances, on était taxi parisien, mais quand on était là-bas, eh ben, on était taxi breton. Donc, nous avons créé aussi une amicale de taxis bretons, et on faisait partie de toutes les associations qu'il y avait sur Saint-Denis ou toutes les banlieues de Paris, qui s'appelait l'USBIF, comme vous avez dit tout à l'heure, l'Union des sociétés bretonnes d'Île-de-France. Et c'est vrai qu'on se retrouvait régulièrement, et ça nous aidait quand même beaucoup, parce que des coups de blues, il y en a eu quand même. Hein. Même les taxis, j'en ai connu qui ont eu des coups de blues. Et donc ça a permis de... Donc ça nous a permis de je sais pas comment dire ça, ça nous a aidé quand même beaucoup, quoi. Ça nous a vraiment aidé. Et quel lien vous gardiez avec avec la Bretagne et avec Bubry, Persken, enfin, toutes les communes alentours d'où vous étiez originaire? Mais le lien, c'était tous les ans. Tous les ans, les 3/4 des taxis, c'était pas ailleurs qu'ils allaient en vacances. C'était à Bubry, c'était à Persken, c'était à Guignel, c'était à Plouay, c'était toutes les communes. Quand on venait en vacances au mois d'août, eh ben, on voyait que des taxis défiler. On voyait des taxis, et tous sur la Bretagne, tous sur la Bretagne. C'était énormément. Oui. Indépendant, oui, oui. Le taxi, c'est un métier, il ne faut pas travailler pour les autres. Il faut travailler pour soi, c'est suffisamment difficile. Il faut faire beaucoup d'heures. Moi, j'ai fait le taxi pendant 35 ans à Paris. J'ai pris quoi? Des week-ends, je ne savais pas ce que c'était que les week-ends. Pendant 35 ans, si je ne travaillais pas le samedi, je travaillais le dimanche. Donc c'était minimum 6 jours par semaine, et c'était 12 heures par jour. 12 heures de voiture par jour. Ça, c'est... Pardon? Ben, l'achat des voitures, vous allez chez un concessionnaire, vous achetez votre voiture, vous étiez artisan, vous n'aviez pas d'avantage, quoi que ce soit. Hein. C'est vrai, c'était même la licence en elle-même a toujours été chère à Paris. C'est un investissement. Moi, je me souviens, mes frères aînés, et puis les premiers qui ont commencé dans les années 65, ils achetaient une licence à ce moment-là, c'était 5 millions, c'est-à-dire 5 millions anciens. C'était très cher. Un appartement à cette époque-là valait 6 millions. Et ben, la licence valait 5 millions. C'était très cher. Moi, j'ai acheté en 72, en 72, ça valait 13 millions, 130 000 francs. C'était très cher. Mais bon, l'inflation était là. C'est vrai, à cette époque-là, tout augmentait. Les licences ont augmenté aussi. Elles ont monté même. Elles ont été le maximum dans les années 2000. Je pense que ça a été en 2010. Elles ont été les plus chères. Actuellement, elles valaient 250 000 euros. C'était aussi de l'argent. Hein. Et malheureusement, Uber est arrivé. Et ça a été la chute complètement. Les licences sont tombées à 100 000 par exemple. Et depuis quelque temps, j'ai eu des échos que ça remonte un peu. J'espère pour ceux qui ont acheté qu'ils puissent revendre. Parce que finalement, c'est un fonds de commerce. Hein, c'est uniquement
c'est un pas de porte, quoi, si on veut, ou un fonds de commerce. C'est ça. Et si on revient un petit peu en arrière, vous êtes d'abord parti comme électricien avant de devenir Je suis chauffeur parti, oui, de taxi. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Eh ben, déjà, moi, je suis parti à Paris en 66. Donc, je pense que s'il y en a quelques-uns parmi vous ici qui travaillaient à cette époque-là, c'était pas en Bretagne qu'il y avait beaucoup de travail déjà en 66. Ça commençait, les gens commençaient à rester, mais jusque-là, les gens partaient encore sur Paris. Hein. Tout le monde partait sur Paris. Alors moi, j'ai fait comme les autres, je suis parti sur Paris aussi. Et comme disait Madame aussi, par contre, quand je suis arrivé à Paris en 66, je suis arrivé le lundi, le mardi, j'avais mon travail. Le mercredi, j'avais mon logement. Ça, c'était un avantage. Et le mardi, j'avais le travail pendant une semaine. C'est un travail qui ne me plaisait pas. Il y a un autre collègue qui m'a dit, oh, avec la qualification que tu as, c'était pas bon de donner des fleurs, mais il dit, avec la qualification que tu as, tu peux trouver autre chose. Le lundi après, je vais dans une autre boîte, je trouve du travail ailleurs, mieux rémunéré. C'était la chance qu'on avait à cette époque, les années 60, 70. On ne se plaisait pas quelque part, on allait ailleurs, on trouvait du travail, on avait du travail partout. C'était un avantage, c'était les glorieuses, comme vous dites. Et le fait que vous soyez taxi avec toute cette équipe finalement de Bubry, est-ce que la plupart des gens sont restés ensuite à Paris ou est-ce que vous avez plutôt de manière collective décidé Ils sont tous revenus ici. Ils sont tous les taxis de Bubry que j'ai connus, ils sont tous revenus à Bubry. Ils sont... Malheureusement, il n'en reste plus beaucoup. Comme je vous dis, moi, je crois que j'étais le dernier. Vous êtes un des plus jeunes. Hein, J'étais le plus jeune de la génération des taxis de Bubry. J'ai 75 ans aujourd'hui. Les plus anciens, qui restent encore en 90. Et malheureusement, entre les plus anciens et moi, tous les autres, on doit rester 5-6 sur Bubry, c'est tout. Il y avait des femmes aussi, me semble-t-il. Il y a eu des femmes qui sont rentrées dans le taxi. Oh, il y a eu même... une femme, je crois, épique, vraiment, ça a été une cultivatrice qui était ici à Persken, restée cultivatrice jusqu'à 50 ans, et à 50 ans, elle décide de partir à Paris parce que son fils s'était mis taxi à Paris. Donc, elle laisse tomber sa ferme, elle part avec son mari. Son mari, lui, ça ne l'intéressait pas du tout, mais elle dit, je vais aller là-bas, je vais aller faire le taxi, à 50 ans. Je vous assure que c'était épique. Hein, elle a passé son permis, elle a appris aussi, comme elle dit, j'ai tout appris par cœur. Je ne connaissais rien de où était cette rue, où était là, mais sur le plan, je connaissais tout. Et elle s'est mise taxi, elle avait 50 ans, et jusqu'à 60 ou 65 ans, elle a fait 15 ans de taxi dans Paris. Mais les anecdotes qu'elle nous a racontées ces premières années, mais c'était épique, hein, vraiment épique. Elle dit, j'arrivais sur les quais si quelques-uns connaissent Paris, j'arrive sur les quais de Seine, on m'a dit, il faut tourner à droite pour aller sur Boulogne. Eh ben, je tourne à droite pour aller sur Boulogne. Elle dit, mais seulement, elle était rive gauche, elle se croyait rive droite, elle était rive gauche. Alors elle a tourné à droite, mais elle s'est retrouvée à Charenton. C'était ça, les anecdotes formidables des premiers taxis. Il y a un autre collègue qui m'a dit, c'est pareil, il dit, jamais un client, il me dit, Gare du Nord. Je l'amène, il dit, je savais que ça se trouvait dans ce coin-là, qu'il me dit. Alors il dit, j'arrive, je vois une gare, il dit, je le dépose. Il dit, une fois le déposé, je repars, je regarde, c'était la gare de l'Est, qu'il dit. Et ça, c'était pas loin, non, c'était à côté. Mais ça, c'est des anecdotes des premiers taxis. On a été malades avec les premiers clients. Hein. C'était épique. Les premiers clients étaient malades. Oui, les premiers clients aussi. Mais quand même, la plupart des clients étaient très gentils de ce côté-là, compréhensifs. Et il fallait leur dire qu'on débutait dans le métier. Ça nous a aidé beaucoup. Et j'ai une petite dernière question. Comme vous venez du pays Bubry, est-ce que la plupart d'entre vous étaient bretonnants? Et est-ce que, oui. Et est-ce que vous aviez l'occasion de continuer à parler breton? Quand on se rencontrait dans la rue, oui, on parlait breton. Oui. Même on se faisait des grands signes comme ça. Un traou de noir, comme on disait. Hein, comment allez-vous? Et puis c'était oui. Le pays de Bubry est très bretonnant. Oui, j'avais lu un truc assez rigolo sur des taxis de Bubry. Et puis des gens qui montent dans le taxi,
qui parlent breton entre eux en se disant oui. taxi, il pigera rien de ce qu'on raconte. Oui. Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, exactement. Ça m'est arrivé, moi, d'en prendre trois personnes et que j'ai amené à Saint-Denis et qui se mettaient à parler breton. Alors, je disais rien, je les laissais causer. Mais puis quand je suis arrivé au bout, je leur ai montré la somme pour payer. Alors, il y en a un qui me dit en breton, Péjumen. Alors, moi, je lui réponds en breton. Il a été sidéré. Il a dit, mais alors, t'as écouté tout ce qu'on a dit? Je dis, oui, j'ai tout compris même que je lui dis. Ça, c'est des petites anecdotes comme ça, oui. Oui, mais on rencontrait souvent, oui. Et puis d'ailleurs, quand on prenait des clients, c'est vrai, sur Montparnasse, à chaque fois qu'on prenait des clients, eux aussi, les clients disaient « Ah, mais vous êtes breton ?» Parce qu'il paraît, il y a beaucoup de taxis bretons. Ils cherchaient les taxis bretons. Et c'est vrai, il y avait du bruit, c'est vrai, on était plus nombreux par rapport sans doute à d'autres communes. Mais il y avait beaucoup de taxis bretons sur toute la Bretagne. Hein. Toute la Bretagne, oui, parce que c'est un métier où ça donne une certaine liberté. On n'a pas le patron derrière, et ça, c'est un peu dans le caractère du breton quand même. Travailleur, comme on dit, mais un peu de liberté, comme on dit, lâche-moi un peu, lâche les baskets. C'était un peu ça qui a attiré les Bretons dans le taxi. C'était une bonne ambiance. Comme on dit maintenant, c'était la bonne époque, c'est vrai. C'est vrai, c'était aussi dur avant qu'aujourd'hui, certainement. Mais il y a eu beaucoup d'embouteillages. Hein. Moi, j'ai connu les pires embouteillages parce que quand on entend parler aujourd'hui, on dit Paris, ça devient dur de rouler. C'est vrai, c'est dur de rouler. Mais j'ai connu des embouteillages dans Paris dans les années 75 à 78, mais de rester pendant 4 heures bloqué sur place, hein, vraiment ne pas bouger, 4 heures. C'est moins maintenant, je crois. Ah oui? Ah bon, bah. C'est vrai que j'y retourne plus sur Paris depuis que je suis à la retraite. J'ai dû aller 2 fois à Paris, vous voyez? Ah oui, c'était quelque chose. Oui. Ouais. Mais en parlant des associations, parlant des associations, il n'y a pas eu que les Bretons il n'y a pas eu que les taxis bretons. Il y a une amicale qui s'est formée en même temps que nous, qui était l'amicale des Bretons de la RATP, qui a été une très belle amicale et qui doit exister toujours, je pense. Oui, et qui est bien réussi. Et là, la RATP, c'est plutôt sur les Côtes d'Armor, je pense. C'est là qu'ils sont les plus nombreux. Oui, c'est de ce coin-là, oui. Oui, bah, on se voyait très souvent parce que chaque amicale faisait soit son repas, soit ses sorties, et on se retrouvait souvent ensemble, quoi. Donc, tous les amicales de Saint-Denis, de Montreuil, de Vitry, Ivry, tout ça, ça faisait partie de l'Union des sociétés bretonnes. Et c'est vrai qu'on se côtoyait beaucoup. Ça nous a aidé quand même à supporter le mal du pays, comme on dit. Hein. C'était très agréable de retrouver toutes ces amicales. Sûrement. Est-ce que vous avez, c'est vrai qu'on a pas mal dépassé le temps, mais peut-être que si vous aviez quelques questions à poser, soit à Françoise Le Goisiou, soit à Guy Le Mestré-Allan, eh ben on vous laisse la parole pour quelques minutes. Oui, je voudrais vous poser une question sur la situation actuelle à Saint-Denis, des Bretons à Saint-Denis, parce que d'abord la population de Saint-Denis a beaucoup changé depuis l'époque. Je voulais savoir quelle était la place que pouvaient avoir les Bretons de Saint-Denis maintenant dans le secteur de Saint-Denis. Alors, ils ont toujours de l'importance, à la fois à travers l'amicale des Bretons de Saint-Denis et l'USBIF. Bon, l'USBIF, son siège est dans le 14e, mais ils sont toujours très importants. Là, ils vont fêter les 90 ans de la naissance de l'amicale
organisons une série de fêtes au mois de mars, et ils sont tout à fait reconnus au niveau de la mairie, etc. Et alors c'est assez drôle parce qu'ils se sont évidemment ouverts sur la nouvelle population de Saint-Denis. Et quand ils organisent des grandes fêtes, ils le font beaucoup avec les Kabyles. Voilà, il y a je pourrais vous montrer, il y a des photos assez marrantes de leurs fêtes où tout le monde est mêlé. Mais ça reste toujours très important. Sur la ville de Saint-Denis. Ils participent aussi aux grandes fêtes de Saint-Denis. Alors attends, ça doit s'appeler la fête des tulipes. Voilà, et donc ils ont toujours et ils se sont spécialisés pour tourner les crêpes. Donc on va les demander dans beaucoup d'endroits. Ils organisent des cours de breton, ils organisent des stages de danse. Alors les cours de breton, ça marche bien. Il y a plein de cours de breton à Paris, mais il y a pas mal de cours de breton en banlieue. Et ceux de Saint-Denis fonctionnent bien. Ils organisent donc des stages de danse, des conférences. Voilà. Alors après, ils ont le problème de beaucoup d'associations et d'amicales. C'est-à-dire que le rajeunissement est difficile. Voilà. Les gens vieillissent. En moyenne, les amicales, leur moyenne d'âge vieillit d'1 an chaque année. Il n'y a pas beaucoup de rajeunissement. Et sur les Bretons de Saint-Denis, que je vois beaucoup, c'est un véritable problème. Parce que, évidemment, derrière, il y a tout le problème du bénévolat. Et pour être bénévole, il faut souvent un peu de temps. Alors, il y a des gens à la retraite, mais c'est plus difficile aujourd'hui. Mais il n'y a pas que chez eux. Ce qui est un peu triste aujourd'hui, je commence à le dire, c'est qu'il y a des amicales qui ferment. Il n'y a plus rien. Récemment, il y a eu plusieurs amicales qui ont fermé. Puis il leur restait 3 sous, alors elles ont donné 300 € par-ci, par-là aux assos qui résistaient. Voilà. Mais globalement, ils vont organiser, par exemple, je pense à leurs 90 ans, ils vont organiser un grand concert à la basilique Saint-Denis. Voilà. Oui. Alors j'ai plus la date, ça doit être au mois mi-mars, un truc comme ça. Voilà, donc c'était important, mais il reste. Alors, le président, ils sont très assimilés à l'USBIF. Le président de l'amicale de Saint-Denis est aussi le président de l'USBIF. Ouais, mais c'était déjà le cas à l'époque où à la tête de l'USBIF, il y avait Jean Le Lagadec. Voilà, mais il est mort, Jean Le Lagadec. Voilà. Et donc, son remplaçant, c'est Gérard Recchini. Ouais, et c'est un ancien prof de maths. Et voilà, et donc, il est... voilà. Ah, vous avez connu Lagadec. Oh, bah, il y a une petite dernière question, puis après, ce sera la fin. Mais Oui, il y a eu beaucoup. Il y a eu les journaux. Il y a eu une radio aussi qui s'appelait Radio Pays, Radio Bro, que l'on partageait avec des Basques, des Alsaciens, des Corses, des Flamands, des Kabyles, un peu tout ça mêlé. Et puis Radio Bro a arrêté. Alors depuis, c'est un peu l'arlésienne, c'est-à-dire il faudrait reconstituer... Voilà, mais dans la réalité, il n'y a plus de journaux. Il y a eu très longtemps le journal Mission Bretonne. Il y a eu le Pays Breton. Et, parce que Varzao s'appelait plus Varzao, mais le Pays Breton. Et voilà, mais petit à petit, alors il y a des choses, je dirais, sur Internet, mais c'est pas pareil. C'est très différent. Donc l'idée serait de reconstituer au moins une radio. Mais pour le moment, ça reste un vœu pieux. Voilà, malheureusement. En tout cas, d'abord, un très grand merci à vous deux, à Guy Lemestréalan et Françoise Le Goaziou, d'être venus ce soir. J'espère que vous avez été bien accueillis.
Pour le public, je voulais vous rappeler que vous pouvez venir à la prochaine conférence qui aura lieu le 17 février. Là, c'est avec des films que la Cinémathèque de Bretagne nous prête. Des extraits, bien sûr, on ne va pas regarder des films en entier. Et Gilles Olivier, qui est chercheur associé à la Cinémathèque de Bretagne, viendra les commenter. Et là, on parlera à la fois de la migration des Bretons, avec un certain nombre de vieux films des migrations de Bretons vers le Périgord, vers les États-Unis, mais aussi l'immigration aussi bretonne, même assez actuelle. Donc je vous convie le 17 février et peut-être, comme on a vu qu'il y avait beaucoup de monde, pensez à venir un petit peu avant pour prendre des tickets, pour être sûr d'avoir de la place. Mais merci beaucoup d'être si nombreux. Bonsoir.